vous sortez de vous-même quand vous traduisez. Justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous lire aussi un passage sur la traduction qu'il a évoqué. Bon, à un moment donné, vous parlez de table. Il y a un passage assez drôle sur comment on traduit table. Et là, c'est un passage qui fait référence au jardinage et à la difficulté justement de rester collé à ce que veut dire l'auteur ou aller plus loin. Ah oui, là je parle des débuts de... Alors, parce qu'il y a des auteurs très importants dans la vie d'un traducteur. Et donc là, je parle d'un des auteurs qui a été décisif pour moi. C'est des auteurs soit qui vous apprennent encore plus que tous les autres, soit que vous aimez tellement. Enfin, moi, je sais que cet auteur-là, et je ne pense pas que je le dise dans le texte, mais quand il y a un écrivain que vous lisez depuis des années et qui est traduit par quelqu'un d'autre, c'est vraiment comme être amoureux de quelqu'un de marié. C'est secret, c'est une blessure, mais en même temps, c'est exaltant. Mais vous voudriez tellement, tellement, tellement que le mari ou la femme de l'autre meure. Mais vous voilà. Alors, mais pas méchamment, mais alors. C'est gentil. Oui. Il l'aurait souhaité. Justement, il était au bout du rouleau, quoi. Je sais pas. C'est aussi au détour d'une histoire d'arbre que j'en suis venue à traduire Cynthia Ozick. Cela faisait une quinzaine d'années que j'admirais cet auteur, qui est pour moi l'un des plus grands écrivains vivants. Je la lisais en français car j'aime les traductions et je rêvais d'avoir un jour le privilège de m'essayer à transposer sa prose ample et exigeante. Un monde vacillant, c'est le titre d'un livre, était sur le point de paraître aux éditions de l'Olivier et la personne qui s'occupait de relire les épreuves m'a demandé un conseil. Plus de jardinière que de traductrice, a-t-elle précisé. Plus de jardinière que de traductrice, a-t-elle précisé. À la fin du roman, un arbre fleurit. Or, il se trouve que c'est un lilas et qu'on est en automne. Tu ne connaîtrais pas un arbre susceptible de fleurir à la fin de l'été pour qu'on puisse le remplacer ? Ce n'est pas la jardinière qui a répondu, mais la traductrice. Si le lilas fleurit à l'automne en anglais, il doit pouvoir fleurir à l'automne en français. Le traducteur n'est pas là pour corriger les négligences, les oublis, les erreurs. Cette conception n'est pas, loin s'en faut, partagée par l'ensemble de mon corps de métier. Pour nombre de mes confrères, notre tâche irait jusqu'au fact-checking, la vérification des faits chère aux agences de presse. Mais la vérité littéraire est selon moi sans rapport avec la vérité telle que la conçoivent les professionnels de l'information. Les romans ne prétendent pas enseigner quoi que ce soit. Parfois, un mot vient se glisser dans la phrase en dépit du référent qu'il désigne, à cause d'une sonorité, d'un nombre de syllabes, d'une association d'idées. C'est pourquoi l'oreille du traducteur se doit d'être fine et sa souplesse extrême. Il n'est pas là pour juger, il est là pour comprendre. Cette fable botanique mène à un épilogue heureux, un genre de happy end. Peu de temps après, j'ai découvert, complètement par hasard, qu'il existait bel et bien un lilas à floraison tardive, portant ses fleurs en octobre. Car parfois, vérité poétique et vérité scientifique se rencontrent. Parfois, les intuitions précèdent de peu les révélations. Alors, c'est vrai que sur la deuxième partie du livre, il y a beaucoup de choses sur la traduction parce qu'effectivement, on sent que ça va être un moteur pour vous dans l'écriture. Et alors, tout à l'heure, on évoquait, je reviens un tout petit peu en arrière, on évoquait quand même la question des langues et du rapport à la langue et aux différentes langues dans votre famille, et le statut du français qui va aussi peut-être être compliqué pour vous de lire en français et de lire avec Daniel et Valérie, parce que le statut du français est particulier pour vous. Oui, c'était en fait comme on était issus d'une famille doublement immigrée, il y avait beaucoup de langues parlées autour de nous. Donc mon père, lui, s'exprimait en judéo-arabe avec sa mère, avec ses nombreux frères et sœurs. Ma mère, elle s'exprimait en français, mais on était très souvent avec ses parents qui s'exprimaient en russe et en yiddish, mais qui parlaient aussi roumain. Et mes parents, entre eux, parlaient en anglais pour qu'on ne comprenne pas. Ce qui était une très bonne méthode. Alors ça, je vous le donne comme tuyau, hein, pour si vous voulez que vos enfants deviennent de bons anglicistes, parlez anglais de trucs vraiment importants, genre la mort, le sexe, eux.
Et là, ils seront très motivés pour aller au cours d'anglais. C'est ce qui nous est arrivé. On est 3 enfants d'un couple qui parlait sans arrêt anglais et on est tous bilingues. Donc, voilà, de ce côté-là, ça s'explique. Après, c'est vrai que comme c'était des langues qui étaient... la langue, quand c'est la langue d'un exil ou d'un exilé, elle a un statut particulier. C'est-à-dire, c'est tout ce qui reste souvent à la personne, à part 2-3 tasses en porcelaine et une vieille théière cabossée, c'est tout ce qui lui reste de l'endroit qu'elle a quitté et de l'endroit qui était l'endroit. Même si c'était un endroit où il n'y avait pas de confort matériel, parce que ces 2 familles étaient 2 familles, la famille de ma mère et la famille de mon père étaient des familles très pauvres et qui avaient vécu des moments de misère, mais donc c'était pas un confort matériel, mais c'était le confort d'être soi. D'être soi et du rapport au monde, et on est entre soi, et quand on se parle, tout est simple, on comprend tout, etc. Débarquer dans un pays où, quand vous parlez, on ne vous comprend pas, et quand on vous parle, vous ne comprenez pas, c'est une expérience très perturbante, très douloureuse, quand en plus ça se fait dans des conditions matérielles difficiles. Pour vous donner un exemple, ma grand-mère, quand elle chantait beaucoup, et il y avait une chanson à la mode, à l'époque où elle est venue en France, qui était vous qui passiez sans me voir. Et elle chantait, elle fait vous qui passiez samovar. Elle pensait que c'était une chanson sur les samovars. Le samovar étant l'équivalent de notre bouilloire. C'était comme ça qu'on fait bouillir l'eau pour le thé chez les Russes. Donc, c'est des confusions qui sont mignonnes et qui sont rigolotes, mais parfois on se sent honteux, on est ridicule, etc. Donc, c'était les langues. Elle transportait tout ça, c'est-à-dire qu'elle transportait la douleur de l'exil, mais il y avait autre chose qui se passait dans ces langues-là, c'était les langues où il y avait les plus grandes engueulades du monde. Donc c'était des hurlements, en particulier du côté libyen, donc des hurlements judéo-arabes, des insultes, alors là ça je ne parle pas arabe, mais des insultes en arabe je les connais toutes. Et du côté russe, il y avait aussi des discussions très animées, surtout sur la pâtisserie, là, mais parfois les discussions de pâtisserie peuvent être assez violentes. Et donc, je voyais, nous, la sensation qu'on avait en tant qu'enfant, c'était que les choses vraiment intéressantes, ça se passait dans une langue étrangère. Et que le français, c'était une espèce de langue à la noix qu'on parlait entre nous pour dire passe-moi le sel, c'était bien l'école, mais dans laquelle ils ne pouvaient pas... les vraiment grands événements de la vie, ils ne se passaient pas dans cette langue-là. Donc il y avait ce statut un peu bizarre comme de langue officielle d'un pays qui n'était pas lié viscéralement à cette langue. Donc il y avait cet aspect-là qui était assez important. Et puis il y avait l'autre aspect aussi, c'était que souvent, mon père en particulier, il écoutait beaucoup de musique orientale et il pleurait en écoutant Kalsoum en particulier, une grande chanteuse égyptienne. Et pour nous faire participer, nous les enfants, il chantait avec et il nous disait mais vous pouvez pas vous rendre compte parce que je vais vous traduire les paroles et là vous allez voir comme c'est beau. Et donc il nous traduisait les paroles de chansons orientales et ça donnait oh mon amour, toi la lumière, mon amour, la lumière, la lune dans tes yeux, mon amour, mon amour. Et nous, on peinait à pleurer, quoi. Vous voyez, on trouvait notre père en fait ridicule et on était un peu embêtés. Et là, il nous disait toujours ah mais traduit, ça donne rien. Bon, alors je comprends toujours pas très bien comment ça peut être si génial que ça dans notre langue, mais bon. Mais en tout cas, je crois que ça a été une impulsion très très forte pour moi, d'être confrontée à des langues dans lesquelles il se passait beaucoup de choses, et qu'on me dise en plus que c'était intraduisible. Donc c'était une frustration énorme. Et je crois que la vocation de traductrice, elle naît à ce moment-là. C'est-à-dire, je me dis, ah ouais, c'est impossible, tu vas voir si c'est impossible. Et de toute façon, à chaque fois qu'on me dit que quelque chose est impossible, moi, ça m'intéresse. Je veux le faire. Surtout si on me dit que c'est dangereux, mais que c'est infaisable, qu'il n'y a pas de moyen d'y arriver. Par exemple, quelqu'un perd une épingle à cheveux dans une botte de foin. Ben moi, je vais dire, je pense que je vais pouvoir la retrouver. C'est le genre de truc qui me plaît, moi. Donc c'est un peu ça la traduction, hein, parce qu'il y a les défis que ça... on ne s'en rend pas compte, d'ailleurs. Un jour, j'expliquais à un coiffeur, je discutais avec un coiffeur, justement les épingles à cheveux, et qui me demandait ce que je faisais comme métier, donc je lui raconte. Et
Et pour lui, la traduction, c'était Google Trad. On rentrait dans un ordinateur un texte et on le ressortait, il était traduit. Et je dis, ah ben non, ça marche pas comme ça. Et pour lui expliquer, je lui ai donné des exemples. Et je lui ai dit, bah voilà, je vais te donner un exemple d'un texte dans lequel il y a ça, ça et ça. Et tout à coup, il fait, mais c'est horrible. Et il me dit, mais ça, c'est pas possible, on peut pas. Je dis, bah oui, on peut pas, mais pourtant on le fait. Et après, je lui disais comment on pouvait faire, etc. Et je voyais que c'était... qu'il y avait une prise de conscience de quelque chose. On a l'impression que on peut avoir l'impression que la traduction, c'est juste comme on démoule un gâteau, quoi. Hop, et ça apparaît dans l'autre langue. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je crois en tout cas que la vocation, elle est née de là. Après, il y avait... donc le rapport au français, il était forcément très compliqué. Moi, c'est une langue que j'ai toujours l'impression de ne pas maîtriser. C'est pour ça aussi que ça me rassure beaucoup de traduire. Mais je vérifie tout. J'ai beau avoir fait des années de grammaire, parce qu'en plus, parmi mes vices, je l'avoue aussi ce soir, j'adore la grammaire. Donc j'ai fait des années et des années d'études de grammaire, de phonologie, de linguistique. Et j'ai toujours l'impression qu'il me manque le principal. C'est-à-dire que le français, j'ai toujours l'impression que qu'il m'échappe, ou que je le parle comme une langue apprise. Mais apprise, si vous voulez, pas comme une langue maternelle. Et donc ce rapport du français comme langue maternelle, mais pas langue maternelle, fait qu'il y a quelque chose qui vibre là, à cet endroit-là. Et le rapport à la lecture, puisque la lecture, elle se faisait en français, a été extrêmement perturbé par ce français qui avait un statut si bizarre, et parce qu'aussi, il était aussi perturbé par ce que pouvait être la France dans mon imaginaire d'enfant, venant de la famille dont j'étais issue. Donc tout ça est très, très complexe. Il fallait un livre entier pour arriver à voilà. Oui, et c'est vrai qu'on ne va pas tout dire, mais justement, dans ce livre, on traverse un peu tous ces éléments-là, toutes ces périodes de votre vie, et jusqu'à la traduction et jusqu'à aujourd'hui. Peut-être, il faut que je laisse du temps, hein, Claire, pour les questions, ça va ? Mais en fait, en préparant cette soirée, je suis tombée sur un texte que vous avez écrit et qui fait écho à la fois à ce titre, Comment j'ai appris à lire, aussi à notre manifestation Le goût des mots. Vous avez écrit un texte pour un colloque sur l'avenir du livre qui a été organisé en 2007. Et ce texte s'intitule « Pourquoi développer le goût de la lecture ?» Et vous indiquez à juste titre que la plupart du temps, la question qu'on pose autour de la lecture, c'est comment développer le goût de la lecture. C'est aussi la question que nous, on s'est posée avec ce programme, comment on développe le goût de la lecture. Et vous posez une question... je déplace la question en disant, mais je vais commencer par essayer de répondre à pourquoi voilà. Voilà. Et en fait, à la fin de votre texte, je vais vous inviter à le lire parce que je trouve que ça fait vraiment écho à l'actualité récente et terrible de ces derniers jours. Et en même temps, ça permet aussi de se dire que même si on n'a pas aimé lire, même si vous avez résisté à la lecture jusqu'en terminale et voire jusqu'en Cagne et Pocagne, finalement, cette question du pourquoi développer le goût de la lecture, vous y répondez très bien. Et je vous laisse lire ce petit passage que vous avez écrit. Je n'ai pas relu ce texte depuis 2007, donc j'espère que je suis encore d'accord avec moi-même. Il est donc plus que jamais nécessaire de développer le goût de la lecture dans un monde où la violence se déploie de façon inquiétante, parce que la lecture constitue un contre-pouvoir, un refuge. Elle a l'immense mérite de nous rappeler que nous appartenons à une communauté. Pardon, c'est un peu... il s'agit peut-être d'une utopie, comme je l'ai dit plus tôt, mais je ne crois pas, malgré les poses nihilistes très en vogue chez une bonne partie des écrivains contemporains, qu'il puisse exister d'art littéraire en dehors de l'utopie humaniste, y compris lorsque cette utopie se déploie à l'insu de l'artiste, voire même à son corps défendant. Le simple fait de rêver que quiconque puisse vous lire est si farfelu, si irréaliste qu'il témoigne d'une foi touchante, tant elle est aveugle, dans l'existence d'un espace commun, d'une commune curiosité, pour ce qui fait de nous ce que nous sommes. Mais supposons un instant que je me sois trompée, que le monde dans lequel nous vivions ne soit ni dur, ni violent, que l'espèce humaine ne soit pas si menacée que ça. Que reste-t-il ?
Il reste un index timide pointé vers la liberté, vers un plaisir quasiment gratuit. C'est là, à portée de main, ça ne tombe jamais en panne, ça tient au creux de la paume. C'est un miroir, une machine à remonter le temps, une porte ouverte sur l'autre. C'est un livre. Toujours d'accord. Voilà, moi je trouve que ça tombait bien. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que ça tombait bien. Et puis c'est cette notion de gratuité, voilà, de plaisir gratuit. Alors peut-être on peut laisser un petit temps pour des questions à Agnès de Sarthe, où on reviendra sur d'autres passages du livre à lire, ou comme vous voulez. Voilà, si vous avez des questions à lui poser sur son parcours de non-lectrice devenue lectrice, écrivain, traductrice. S'attendre plutôt à avoir une description très particulière, très poussée, qui laissait l'imaginaire prévoir quelque chose qui existait, mais pas comme on le supposait au départ. Moi, ce qui m'étonne, c'est que la casquette n'existait pas. C'est-à-dire, elle n'existe pas, mais rien n'existe dans les livres. C'est-à-dire, pardon, j'ai oublié mon micro. Si vous voulez, moi, le réel, je l'ai. Si je veux voir une casquette, je peux aller chez un casquetier. Bon, il n'y en a plus beaucoup, c'est vrai. Il y en a de moins en moins, mais quand même. Et donc, moi, c'était ça qui créait, une des choses qui créait ma difficulté avec la lecture, c'était que je ne comprenais pas ce que le regard de quelqu'un d'autre m'apportait, puisque j'avais des yeux, des oreilles, des mains pour toucher. Donc, le monde était là, j'avais qu'à le prendre. Ce que j'entrevois quand je lis la description de cette casquette, que je ne sais pas si vous l'avez lu, cette description, mais regardez, vous empruntez le livre à la bibliothèque, vous regardez si vous l'avez chez vous, ça vaut le coup. Ce n'est pas du tout fantaisiste. C'est très, très, très précis. Et ce que ça décrit, si vous voulez, ce n'est pas un objet réel que vous trouveriez chez un casquetier, mais ça fabrique un objet littéraire. Et cet objet littéraire, c'est le caractère d'un personnage ou son destin à travers un objet qui porte sur la tête. Donc c'est une façon extrêmement rapide et économique de faire sentir au lecteur ce que va être la vie de ce personnage. Donc c'est quelque chose qui est là où ça déclenche chez moi un appétit de lire. C'est d'une part que je sens que on n'est pas dans un rapport homothétique entre le réel et le livre. On ne va pas, comment dire, il y a cette image, pour moi très fausse, mais très très séduisante, qu'a utilisé Stendhal. Il disait « Le roman est un miroir que je promène au bord du chemin ». Alors moi déjà au bord d'un chemin, à part des champignons, je ne sais pas trop ce qu'il y a à voir, mais enfin il n'y a sûrement pas des chartreuses, ni Parme, ni quoi. Donc c'est une formule qu'il a eue comme ça, qui était assez géniale, vu la gloire qu'elle a connue par la suite, qui est un véritable slogan, mais je pense que c'est faux. C'est-à-dire que, enfin moi, c'est pas comme ça que je perçois la littérature. C'est-à-dire c'est pas un miroir. Parce que ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui m'a attiré vers la littérature, quand j'ai compris ce que c'est que c'est la fabrication d'un autre réel par un esprit humain, c'est-à-dire comment l'autre voit les choses. Donc ça recentrait le propos sur l'altérité, savoir ce que l'autre a dans la tête, savoir ce qu'il perçoit, avoir une autre vision que la sienne, donc un enrichissement de cette vision, et aussi la liberté qu'on avait. C'est-à-dire qu'on n'était pas cantonné à rendre compte du réel, on pouvait fabriquer des objets qui ressemblaient aux objets du réel, qui s'en éloignaient, qui posaient des pièges, qui faisaient semblant d'en être, mais qui n'en étaient pas. Et donc, ça questionnait sans arrêt le rapport à « mais qu'est-ce que je vois ? Ce que je vois, c'est vrai, c'est ce que je pense que je vois, ou je vois ce que je pense. Est-ce que c'est un préjugé sur la chose, ou est-ce que c'est vraiment la chose elle-même ?» Donc, ça questionnait, ça m'ouvrait des tas de portes. Et surtout, il y avait cette impression que c'était un champ, le seul peut-être, enfin moi, j'en connais pas d'autres, d'une liberté, de l'exercice d'une liberté absolue. Et sans danger pour qui que ce soit. C'est-à-dire que l'écrivain est absolument libre
de produire ce qu'il veut. Et le lecteur est libre aussi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate et qui est très troublant. Quand vous êtes écrivain et que vous rencontrez vos lecteurs et qu'ils vous parlent de votre livre, vous ne reconnaissez presque jamais votre livre. Ils vous parlent d'un livre. Alors parfois, ils l'ont détesté, parfois, ils l'ont adoré, mais peu importe, ce n'est pas le problème. C'est un autre livre, c'est le livre qu'ils ont fabriqué avec vous, quoi. C'est un drôle d'objet, c'est un objet différent. Donc il y en a plein, il y en a autant que de lecteurs. Ouais, ça aussi, c'est un espace de liberté. Et donc je crois que c'est ça qui a été décisif dans ce moment d'enseignement, de pédagogie, c'est qu'elle nous a montré que le livre était une fabrication extraordinairement élaborée et qu'il y avait des mystères à percer, que les choses ne se donnaient pas tout de suite. C'était très... Il faudrait que vous la voyiez, il faudrait qu'elle vienne vous faire ce cours, parce que quand on le voit, c'est comme les expériences magiques. Quand on les voit, ça marche, et puis quand on les raconte, c'est toujours un peu moins bien. Comme si je vous racontais le dernier feu d'artifice que j'ai vu, c'était super, mais bon, raconté par moi. J'avais une petite question. Vous parliez tout à l'heure du peu de considération aussi que peut-être les éditeurs de livres avaient pour les enfants quand vous étiez à l'école, du peu de choix aussi qui était proposé. Aujourd'hui, évidemment, on est dans une autre dynamique et vous y participez activement avec de nombreuses publications pour la jeunesse. Est-ce que c'est en lien direct avec cette frustration aussi que vous avez pu... Alors c'est très juste ce que vous avez dit. Je voudrais préciser que la littérature pour enfants, telle qu'on la connaît maintenant, est très nouvelle en France, mais qu'elle existe dans d'autres pays depuis très très longtemps. En Angleterre, dans les pays anglo-saxons d'une manière générale et dans les pays nordiques, le livre pour enfants, le conte a toujours eu une importance et a bénéficié d'un immense respect. Bon, la France n'est pas comme ça. Voilà, on n'a pas marché comme les autres. On fait d'autres choses. On fait du camembert. Et donc, c'est assez récent qu'on se soit dit, tiens, il y a les lecteurs enfants et on peut peut-être s'adresser à eux de manière spécifique et on peut s'adresser à eux de manière artistique. Donc ça date des années 70-80. Vraiment la prise de conscience de ça. Et puis, on est dans le pays du Père Castor ici. Il y a des choses bien dans Père Castor, hein, en particulier des traductions d'ailleurs. Mais bon, donc des importations de pays où ils savaient faire les histoires pour enfants. C'est vieux, oui. Oui, mais il y avait beaucoup d'apports étrangers. Hein. C'était le premier. Oui. Les plus connus, souvent, c'est des livres russes, tchèques, etc. Et donc, il y a des très jolies choses aussi, mais ça n'a rien à voir avec la diversité qu'on peut avoir maintenant, et surtout la richesse de ce qu'il pouvait y avoir dans d'autres pays. Donc, moi, quand j'ai commencé à écrire pour les enfants, je n'ai pas du tout fait exprès. D'abord, je n'étais pas du tout au courant de tout ça. Enfant, je n'avais lu aucun livre, mais ça ne me dérangeait pas qu'il n'y ait pas de livre pour enfants, vu que je n'aimais pas lire. Hein, donc, ça ne m'a pas manqué. Et je ne savais pas que les livres pour enfants existaient. En fait, je voulais juste travailler. Je voulais trouver un travail. Et donc, il se trouve que la personne que j'ai rencontrée, la première qui s'est un peu intéressée à moi, qui était une Madame B, Geneviève Brisac, elle était éditrice à l'École des loisirs, qui était une maison d'édition pour la jeunesse. Donc elle m'a d'abord confié des traductions, et puis au bout d'un an, elle m'a dit, mais toi, vous voyez, mais vous voulez écrire? Oui, eh bien écrivez. Elle avait une maison d'édition pour la jeunesse, alors j'ai écrit des livres pour la jeunesse. Elle aurait eu une maison de livres de jardinage, j'aurais fait des livres de jardinage, je voulais juste écrire. Hein. Mais alors après, ce qui s'est passé d'étrange, ou de révélateur, c'est qu'au début, je l'ai fait par hasard, on peut dire, par le hasard de cette rencontre, sauf que, en discutant avec des personnes qui écrivaient aussi pour la jeunesse, je me rendais compte que je ne rencontrais pas du tout les mêmes difficultés et que je ne me posais pas du tout les mêmes questions. Par exemple, il arrivait que je me retrouve avec des collègues écrivains pour la jeunesse qui me disaient « Oh là là, dis donc, qu'est-ce que je peine, c'est dur, savoir si les enfants vont comprendre ce qu'on écrit. » Je m'étais pas posé cette question, c'est marrant. Ou alors il me disait, oui, et puis tu vois, pour choisir les mots quand même, que ce soit approprié. Je m'étais jamais posé cette question. Ou alors pour que l'histoire soit vraiment intéressante pour telle tranche d'âge,
pareil, je m'étais jamais posé la question. Et donc je me suis rendu compte en discutant avec les autres en fait des difficultés qu'ils éprouvaient, et aussi ils me disaient qu'ils avaient l'impression de se contraindre énormément. C'est-à-dire qu'ils disaient que eux, ce qu'ils voulaient, c'était écrire un immense roman qui allait révolutionner la littérature mondiale, et que là, ils étaient en train d'essayer d'entrer dans une petite boîte pas très agréable, et qu'ils faisaient ça pour pouvoir écrire, mais enfin, ils ne se sentaient pas à l'aise. Alors que moi, c'était le contraire. Je me sentais parfaitement bien et je ne me sentais pas contrainte, et je me posais aucune question. Je le faisais avec un grand naturel, et en fait, quand je me demandais comment écrire, quand je me mettais à écrire un livre pour enfants, j'écrivais un livre pour moi quand j'étais petite. Donc c'était pas très difficile de savoir si l'enfant comprenait ou pas. Je me remontais dans le temps, je me mettais à l'âge de 8 ans, de 5 ans, de 12 ans. J'ai une très mauvaise mémoire, mais je me souviens très très bien des états intérieurs. Donc j'étais en dialogue avec moi, enfant. Alors comme en plus j'aimais pas du tout lire, ça aidait, parce que par exemple, je fais en sorte que mes livres ne soient pas ennuyeux. Et la plupart des enfants, même ceux qui aiment lire, ils aiment qu'un livre soit très distrayant. Le plus distrayant, le mieux. Donc ça faisait que peut-être certains de mes livres étaient plus faciles à lire ou moins ennuyeux que d'autres. Donc ça s'est bien passé. Mais rien de tout cela était prémédité. Mais ce qui est vrai, c'est que quand j'ai commencé à écrire en particulier, peut-être moins maintenant, mais quand j'ai commencé à écrire pour les enfants, j'avais très à cœur d'écrire pour une petite fille qui était moi, qui n'aimait pas lire. Donc c'est peut-être ça qui était spécifique. Encore faut-il accepter de se rappeler qui on était à ce moment-là. Mais alors ça, c'était pas difficile pour moi, parce que il y avait une sorte de prise de conscience très très forte dans ma vie, quand je devais avoir, je sais pas, vers 8 ans, je pense, à peu près, où j'avais regardé les adultes et je m'étais dit, c'est pas possible de devenir comme ça. Je regardais des échantillons d'adultes, je regardais les gens marcher, les gens dans le bus, je trouvais qu'ils étaient très maniérés, je trouvais aussi qu'ils nous parlaient très mal, qu'ils nous grondaient énormément pour des raisons pas du tout sérieuses, qui n'avaient aucun souvenir de comment ils étaient quand ils étaient enfants. Sinon, ils auraient bien compris que jouer dans la neige sans avoir mis ses chaussures, c'était absolument normal. Et donc, il y avait vraiment eu une décision très, très solennelle chez moi, à cet âge-là, de me dire, moi, je ne serai jamais comme ça. Je ne prendrai jamais une petite voix bizarre pour dire « Bonjour, j'aurais voulu savoir si... » Non, que j'essaierais d'avoir des postures naturelles avec mon corps, que je voudrais courir toute ma vie, après je me suis rendu compte en vieillissant que tout ça est absolument impossible. Mais c'était quand même un pacte que j'avais fait avec moi-même de ne pas devenir comme ça. Vous aviez aussi juré de ne pas lire. Mais voilà, mais moi de toute façon je change d'avis, c'est très, très important de pouvoir évoluer, parce qu'il y a des tas de décisions que j'avais prises qui étaient mauvaises aussi. Celle-là, elle n'était pas très pratique, surtout pour si on a le projet de devenir parent. C'est une très mauvaise idée de rester un enfant. Donc il y a une partie de moi, j'ai réussi à faire des espèces de cases comme ça, une partie de moi et une mère de famille qui fait semblant que c'est très grave de ne pas mettre ses chaussures quand on va dans la neige, et une autre partie de moi fait ouais c'est ça, on s'en fout complètement en fait. Donc bon, mais pour écrire cette partie-là, cette partie qui s'en fiche complètement et qui comprend exactement dans quel état on est quand on n'a pas le temps de mettre ses chaussures parce qu'il vient de neiger, c'est quand même génial. Donc cette partie-là continue d'exister, c'est celle qui écrit. Donc c'est quand même, ça a été, je ne savais pas à l'époque que j'écrirais des livres pour enfants. C'était juste une sorte de pacte moral. Mais il se trouve que ça m'a drôlement servi par la suite pour écrire ces fameux livres pour enfants. Voilà. Et en même temps, je voulais juste dire, c'est une attitude aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, de ne pas vous laisser impressionner par des gens qui parleraient trop sérieusement. Et vous continuez à dire d'ailleurs que vous êtes inculte, bon, ce qui est faux, parce que quand on lit votre livre aussi, on voit que vous avez fait des rencontres avec des auteurs, mais que vous avez, ce que vous avez dit au début, vous n'aimez pas cette attitude qui consiste à dire que la littérature est quelque chose de très sérieux et En même temps, c'est très sérieux pour moi, mais c'est une conviction intime, c'est le cœur de mon existence, donc c'est extrêmement sérieux et important et essentiel. Et on voit bien dans
dans ce texte que vous m'avez demandé de lire à la fin, que je considère que c'est la pierre angulaire de la civilisation, que l'art, la littérature comme une partie de l'art, et a l'air complètement, ça a l'air complètement de ne servir à rien. La plupart des gens pensent que franchement les artistes, c'est des gens qui font rien de leur journée, et puis qui sont tranquilles, et puis c'est vrai d'ailleurs, tant mieux, et puis que ça sert à rien parce que franchement c'est pas ça qui va sauver le monde. Ben en fait peut-être un peu quand même. C'est très difficile à définir quelle est l'utilité de cette chose, pourquoi c'est si central. Moi, à chaque fois qu'on me pose la question de manière un petit peu offensive, en me disant oui, mais en fait, tu crois pas que c'est un peu du luxe? Je dis c'est quand même bizarre que systématiquement, le fascisme, un des premiers gestes qu'il fait, c'est brûler des livres. C'est le premier acte fasciste. On brûle des livres. Je me suis dit, il doit quand même y avoir quelque chose dans les livres, dis donc, qu'on les brûle. C'est quand même pas pour c'est quand même pas pour se chauffer, quoi. Donc, c'est sérieux. C'est sérieux, mais moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui se prennent au sérieux, ce qui n'a rien à voir. En fait, les gens qui se prennent au sérieux ne traitent rien avec sérieux à part eux-mêmes. Donc, pour moi, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est l'esprit de sérieux, si vous voulez. Par exemple, je sais qu'un jour, j'assistais avec un ami anglais à une conférence d'un auteur français que je ne nommerai pas, et le gars, il était comme ça. Ah oui, nous allons à présent aborder. Et mon copain, c'est fait exprès, c'est fait exprès. Et je me dis, quoi, c'est fait exprès, tais-toi. Et tout le monde dans la salle, c'était un truc super grave et tout le monde dans la salle après sortait en disant, waouh, j'ai pris une grande claque là, waouh, c'était. Et mon ami anglais qui vient d'une autre culture disait, mais alors ça, tu sais que tu mets quelqu'un sur scène comme ça, en Angleterre, sur une scène littéraire, hein, mais les gens ils sortent de la salle, c'est pas possible d'être. On n'a pas le droit d'être sérieux et de se prendre à ce point-là au sérieux. Le minimum, c'est d'engager la conversation, de faire rire un peu, de mettre les gens à l'aise, de prendre les gens par la main. Mais c'est quoi ce truc que vous faites en France là? Pour qui ils se prennent ces gens-là? Et donc, c'est vrai que moi, c'est pas trop mon truc. C'est plutôt ça, si vous voulez. C'est plutôt dans ce sens-là. Bien heureusement. Moi, je serais assez curieux de savoir comment vous choisissez vos objets littéraires, vos sujets, en dehors de toute commande. Ah oui, bah oui, c'est vrai que j'ai parlé de la commande. Alors, les sujets et les objets, puisqu'on peut appeler on peut prendre l'un ou l'autre mot, demeurent un immense mystère pour moi-même. Donc, je ne peux que donner des exemples. Mais c'est... Pourquoi pas, hein. C'est parfois le plus facile. Donc, par exemple, le roman sur lequel je suis en train de travailler. Alors, pourquoi pas prendre celui-là? Surtout que l'histoire est vraiment bizarre. Donc, on prend la rembobineuse et on se met il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, j'ai terminé un livre de nouvelles qui est paru depuis. C'est l'été, je suis en vacances, je suis en train de défaire des valises et de les refaire, et c'est ce que je déteste le plus faire dans ma vie, des valises, les défaire et les refaire. Je suis nulle en valises. Donc je suis de très mauvaise humeur, et puis je suis mon cerveau est complètement en jachère, il ne se passe rien là-haut. Et mon mari, qui est un être facétieux et exquis, entre dans la pièce, et au lieu de m'aider à faire les valises et à les défaire, alors lui, il ne comprend même pas que ça a lieu d'ailleurs, il ne remarque pas que je suis en train de faire ça, et qu'est-ce qu'il me dit? Il s'appuie comme ça au chambranle de la porte et il me dit, alors, ça va être quoi ton nouveau livre? Et moi, je suis partagée entre la colère de lui dire, mais tu crois vraiment que j'ai envie de penser à mon nouveau livre, là, quand je suis en train de faire les valises de tout le monde, y compris les tiennes, mais en même temps, je me dis, ben alors, ça mérite que je réponde, comme un défi, comme le truc quand on fait l'épingle dans la botte de foin. Donc je dis, eh ben, figure-toi, et là je ne sais pas du tout ce que je veux dire, parce que je n'ai aucune idée, je n'ai pas du tout réfléchi à ça, je n'ai pas du tout pensé que j'allais écrire un livre, c'est hors de mon champ. Mais je me force, et là je dis, ben, figure-toi que ça va être un roman historique. Et là, je me dis, mais pourquoi t'as dit ça? Je suis absolument nulle en histoire, je comprends rien aux dates,
pour moi, Charlemagne, je ne sais pas si c'est avant Louis XIV, enfin, c'est un champ de... Enfin, à part ça, ça a beaucoup changé depuis 1 an et demi, bizarrement, comme quoi. Et donc, mais j'avais fait ça un peu exprès pour le séduire, parce que je sais que ça l'intéresse, lui. Il me fait « Ah, c'est génial !» Et ça parle de quoi? Et là, je me dis, eh ben, je pourrais lui dire, non, je veux pas trop en parler, tu sais, ça va déflorer. Je me dis, non, vas-y, trouve un truc. Et là, je lui raconte une histoire, mais qui n'existe pas la seconde d'avant. Et je dis, bah alors voilà, c'est l'histoire, je ne vais pas vous la dire, parce que j'espère que peut-être vous aurez le désir de lire ce livre. Alors je dis, et alors à ce moment-là, je lui dis, et puis surtout, il faut que ça se passe au Danemark. Et j'ai repris mes valises, j'ai recommencé à faire mes valises. Je fais mes valises, et puis je prends l'avion, et puis j'arrive dans l'endroit où on devait être. Et là, j'ai absolument pas le temps du tout d'écrire, parce qu'il y a des enfants, il y a la mer, il y a je sais pas quoi, il y a je sais pas qui est tombé, il faut faire des côtelettes, enfin bon, les vacances, l'horreur pour un écrivain, enfin pour n'importe qui, je pense. Mais j'arrête pas d'être visitée par des personnages qui sont les personnages dont j'ai parlé très brièvement à mon mari pour lui faire du charme. Et en fait, tous ces personnages se mettent à exister, à se rencontrer. Ils ont des frères, des sœurs, des tantes. Ils habitent là, je vois leur maison. Oh, il y a un carrosse qui approche, il y a un train. Mais d'ailleurs, c'est un train. Oh là, mais ça, c'est un des premiers trains. Et tous, le théâtre s'anime. Et voilà comment commence un livre, par exemple. Vous voyez, comme là, c'est absurde. Ça a l'air complètement idiot. Mais après... Une fois qu'on est dedans, on comprend. En fait, il y a du sens là-dedans, mais qui vient plus tard. Donc, c'est comme des ruses c'est des ruses inconscientes. On fait exprès de ne pas penser à certaines choses pour qu'elles vous surprennent. Moi, j'aime bien être surprise par mes propres idées. Si je les rumine trop, j'ai plus envie de les faire. Donc, par exemple, le fait que ça se passe au Danemark, alors que j'y suis jamais allée, ça a à voir avec des histoires de lecture, ça a à voir avec Karen Blixen. Ça a à voir avec Andersen, donc c'est complètement nourri d'ailleurs. Le fait que ce soit historique, c'est-à-dire que j'ai tout décalé dans le temps, c'est parce que j'aborde des thèmes qui sont particuliers et qui ne sont pas, qui changent complètement de saveur si on les développe dans le contexte actuel ou si on les décale. Et puis ce qui est drôle aussi, c'est que je pensais que j'étais absolument nulle en histoire, mais c'est bizarre. C'est comme dire qu'on n'aime pas lire et découvrir qu'on a lu plein de livres. C'est des résistances. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma méthode pour travailler pour ce livre, bon, j'ai fait beaucoup de recherches. Mais, en fait, j'utilise jamais les recherches que je fais. J'invente une scène. Bon, je fais des recherches par ailleurs. J'invente une scène, et dans cette scène, il y a, je sais pas, il y a toutes sortes de choses. Il peut y avoir une recette avec un certain ingrédient, il peut y avoir un invité qui arrive par tel moyen de transport, il peut y avoir un col qui a telle forme, et il y a toutes sortes de détails. En fait, tout compte. Et donc, je le fais, je fabrique le truc, et après, je vais chercher pour vérifier. Donc, je retourne en bibliothèque, la plupart du temps, ça marche. Parce qu'en fait, j'utilise des choses que je sais, mais que je ne savais pas que je savais. Et l'histoire, elle vient autant des cours d'histoire, et que maintenant, mes cours d'histoire, je les ai eus dans les livres. C'est-à-dire que les trains, je les ai lus dans Tolstoï, tout était là. Mais parfois, il y a des hasards rigolos. Par exemple, je sais qu'à un moment, je voulais faire un trajet en train au Danemark, pays où je ne suis jamais allée. Et j'avais décidé qu'il y avait une scène qui se passait au bord d'un lac. La scène d'ouverture se passe sur un lac. Et donc, il me fallait un endroit près d'un lac. Donc, je regarde une carte du Danemark. Je me dis, tiens, ce lac a l'air bien, c'est pas mal. Alors, je vais faire un trajet entre Copenhague et cette ville-là. Et puis, je regarde et puis je me dis, alors là, on est quand même avec la grand-mère. Donc, on est dans les années machin. Je me dis, je ne sais même pas si les trains existaient déjà. Et je regarde et en fait, la première ligne au Danemark venait d'être inaugurée et elle allait exactement de mon point A à mon point B. Alors ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon... alors, heureusement, ça ne m'a pas fait développer une confiance qui aveugle. Je continue de vérifier tout le temps et c'est assez drôle, en fait, de faire ces allers-retours. Donc voilà pour... ça peut être toutes sortes de choses. Parfois, c'est une phrase.
Vous êtes tranquillement là, pas du tout tranquillement en fait, parce que en fait, le moment où vous allez écrire un livre où il va se déclencher, vous n'êtes pas tranquille, vous êtes un petit peu dans un état de fébrilité. Et puis il y a une phrase qui vient, et cette phrase, vous ne savez pas qui l'a dit, c'est une phrase que vous entendez, mais qui est une phrase qui n'a pas été prononcée par un être réel. C'est une phrase qui s'est écrite dans votre esprit. Et cette phrase est suffisamment énigmatique et intéressante pour que vous demandiez, mais d'où ça vient? Et là, vous tirez le fil, et paf, tout vient avec. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. C'est sur une phrase ou un certain type de voix, un certain accent, quelque chose comme ça. Mais ça ne m'est jamais arrivé de me dire, moi, ce dont je veux parler, c'est la violence conjugale. Voilà. Alors que pourtant, vous avez vu que j'en ai beaucoup à dire là-dessus, avec ces histoires de valises. Mais donc je vais jamais prendre un... Alors quand il m'arrive d'avoir un thème comme ça dont je veux parler, alors ça m'est arrivé quand même de me dire, par exemple, je sais qu'à un moment je voulais parler de la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que c'est que le beau? Comment on apprécie ça? Et c'était la question de la beauté d'un point de vue philosophique. Comment apprécier le beau, l'universalité du beau, etc. Alors quand je me pose des questions de type philosophique comme ça, c'est directement un livre pour enfants. Ah ben ça, je sais que c'est un livre pour enfants. Jamais c'est un roman pour adultes. Parce que dans les livres pour enfants, vous pouvez poser cette question, mais c'est un éléphant qui se la pose, il discute avec un gnou. Vous mettez le propos à distance, vous le tordez, il y a tout de suite la distance ironique nécessaire, et là, ça vous permet d'explorer la notion avec toute la liberté et toute la joie possible. Donc, pour faire des livres pour enfants, ça marche très bien, une notion philosophique, mais pour faire des livres pour adultes, pas du tout. Il ne faut pas qu'il y ait le sens qui exerce une pression sur la narration. Sinon, vous arrêtez de raconter des histoires, vous devenez un porte-drapeau ou un je ne sais pas quoi. Moi, en tout cas, ce n'est pas le genre de livre que j'aime lire. Les livres qui m'ont fait le plus d'effet philosophiquement et idéologiquement sont jamais des livres qui étaient écrits pour ça. C'était des livres qui transportaient ça en cachette. Et c'était ceux-là qui avaient le plus d'effet sur moi. Moi, en tant que lectrice, je vous parle. Donc voilà comment ça. J'espère que j'ai répondu. J'ai pris qu'un seul exemple, mais je suis trop longue. Oui, actuellement, il y a quand même beaucoup d'ados qui aiment la littérature fantastique. Et il est très difficile de les faire aller vers un autre univers. Et quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi-même, ayant lu pratiquement que de la science-fiction quand j'avais cet âge-là, je dirais que c'est une maladie qui passe parfois, qui parfois ne passe pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui lisent pas mal de merde. Et eux, on leur dit rien. Alors que vraiment, c'est beaucoup plus grave parce que dans les livres de fantasy, il y en a qui sont vachement bien. Donc si vous voulez... Et ce qu'il y a, c'est que... d'une part, je trouve que c'est déjà formidable qu'on ait un accès à la lecture, quel qu'il soit, qu'il y ait un accès à l'autre monde, au monde qui n'est pas le mien, qui est un ailleurs, qui a été organisé par quelqu'un d'autre et qu'on s'y intéresse. C'est déjà le début de quelque chose. Et qui est cette activité apparemment... qui est solitaire, qui est intime, qui est lieu. Après, je remarque qu'on porte beaucoup plus de jugement sur ce que lisent les enfants et les jeunes que sur ce que lisent les adultes. Et je vous assure que moi, parfois, quand je suis dans le métro et que je vois ce que lisent certaines personnes, je me dis, c'est déjà bien qu'ils lisent. Voilà ce que je me dis. Mais je ne suis pas particulièrement rassurée ni enchantée. Donc voilà. Après, j'ai des... Comment dire si c'était moi le chef du monde, ce ne serait pas du tout comme c'est maintenant. J'aurais pas des idées sur tout, mais j'aurais une idée que je voudrais bien appliquer. Ce serait de réintroduire la lecture dans l'école de manière beaucoup plus active. Alors quand je dis la lecture, moi j'ai remarqué un truc, c'est que vous vous mettez dans n'importe quelle crèche, vous asseyez par terre avec un livre, vous avez tout le monde qui vient. Tous les bébés, même ceux qui savent là, ils viennent et tout, ils vous caressent la tête pour continuer et tout ça. Vous faites ça en maternelle, pareil. Toute la classe est là, elle va raconter une histoire, comme ça. Et je le fais beaucoup dans les écoles, donc je m'en rends compte. Et puis après, vous montez un peu. Puis plus vous montez, plus c'est
comme ça. Et donc, moi, ça m'intéresse, surtout vu mon expérience personnelle. Et donc, je me dis, tiens, ce serait pas mal d'arriver à garder là ce truc qui se passe quand ils sont tout petits. Par exemple, avec le corps, c'est pareil. Quand on est petit, la plupart des enfants peuvent toucher leurs pieds avec leur tête. Vous savez que si on fait ce geste tous les jours, on pourra le faire à 78 ans encore. Il suffit de le faire tous les jours. Il n'y a aucune raison pour que ça... Bon, il peut y avoir des raisons, mais enfin quand même, on devrait quand même arriver à faire un peu plus que ce qu'on fait avec notre corps, vu comment on est parti. Donc je me dis, il n'y a pas de raison que cette pratique-là s'arrête. Et donc très souvent, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler avec des gens que ça intéresse, ou des gens qui peuvent décider, ou des gens qui veulent bien y réfléchir, je dis, et en plus, moi par exemple, on m'appelle beaucoup pour venir dans les écoles. Et très souvent, j'ai envie de dire, mais ça suffit pas. D'abord, un auteur, il y a le côté, c'est connu, est-ce que c'est... j'ai lu ses livres, j'ai pas lu ses livres, et puis on parle, on fait que de la parlotte, on lit pas. Et en fait, moi, je me dis qu'une des choses qu'il faudrait faire, c'est faire venir des gens qui adorent les livres, et il y en a plein qui aiment les livres, et qui viennent, ils viennent une demi-heure par semaine, ils viennent lire un morceau de bouquin. Même un morceau, rien, pas grand-chose. Peut-être un peu plus qu'une demi-heure, peut-être un peu moins, j'en sais rien. C'est ce que fait lire et faire lire. Mais bien sûr, c'est ce que fait lire et faire lire, et c'est ce que font maintenant certains collèges qui sont particulièrement en difficulté, où ils ont tout essayé, et ils se sont dit, tiens, et si on commençait tous les cours, y compris de bio ou de je sais pas quoi, SVT, par 10 minutes de lecture à voix haute. Eh bien, c'est bizarre, hein, ça change tout. C'est quand même pas très compliqué, ce truc. Donc le rapport à la lecture, il est aussi dans ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a envie de le partager? Comment on a envie de le partager? Et puis la peur que ça plaise pas, la peur que ce soit vieillot, la peur que, avec les nouvelles technologies et les écrans et tout ça, ça pour moi, c'est complètement secondaire. Et donc... Voilà, s'il y a des bonnes volontés parmi vous, unissons-nous pour réintroduire, pour faire de la lecture à voix haute à l'école. Je pense que c'est simple et qu'il y a des gens qui le font déjà. Il y a quand même beaucoup de bien gens sûr, qui le font, mais je pense qu'il faudrait... Les bibliothèques pour la jeunesse, bien c'est sûr, un gros travail là-dessus. bien sûr, mais là, si vous voulez, les bibliothèques pour la jeunesse, il faut déjà faire venir les enfants. Oui, mais justement... Ce qu'il y a, c'est que là, moi, et c'est parce que la situation, elle est extrêmement grave et elle est massive. Donc, dans les écoles, les enfants, ils sont enfermés dans une salle. Ils sont déjà là. Il y a aussi des gens qui se déplacent et qui vont dans les écoles. Oui, mais il y en a, si vous comptez le nombre de personnes qui le font. Moi, je veux dire, c'était 40 ans d'engagement. Mais c'est extraordinaire. Hein. Il faut le faire. Donc, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Si je sais que ça existe et que ça peut se faire, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui le faisaient. Mais je trouve que ça devrait être général, systématique, si vous voulez. Et je pense que... Écoutez, pour que ça soit systématique, c'est difficile quand on aborde la question de la lecture. Parce que quand on gère des équipes, les gens, on ne peut pas toujours les obliger à se mettre en situation. Or, face à ces enfants, ou face à la majorité des enfants, il faut quand même que la personne se mette en situation et quel est le sens vraiment de la lecture pour le faire partager. Bien sûr. Ça, c'est un gros travail. Bien sûr. Malheureusement, c'est vrai, malgré tout ce que vous avez dit sur la lecture, évidemment, moi je le partage, puisque j'ai commencé ma carrière en 70 avec l'école des loisirs, justement, et avec tout ce mouvement où nous avons voulu développer, justement, la littérature de jeunesse à tout bout de champ. Et on peut penser quand même que c'est un échec dans certains quartiers. Ça, c'est une réalité. Justement, avec ce qui vient de se passer la semaine dernière, mais on peut penser que... Si vous voulez, même si... Non, mais moi, mon objet, c'est de saluer les personnes qui le font déjà. Je pense qu'il faut le faire encore plus. Et surtout, c'est quelque chose qui s'arrête au collège. Et au lycée, n'en parlons pas. Dès que c'est au collège, on n'a pas le temps, il y a les programmes, etc. Ce qui est fait, ça, tout le travail dont vous parlez, et moi je le sais puisque je suis invitée à participer à énormément de ce genre de démarches, d'actions, etc., c'est les maternelles, les primaires et un petit peu 6e, 5e.
Après, ça s'arrête, et le lycée aussi. Et pourquoi ça s'arrête? C'est pour ça que je disais, quand on fait un geste, il faut continuer. Sinon, il s'arrête de lui-même. C'est malheureux, mais c'est humain. C'est vraiment comme cette histoire de gymnastique. Si à un moment, on s'arrête de le faire, et je ne dis pas que, en plus, moi, mon idée, c'est pas que tout le monde doit lire, ou tout le monde doit aimer lire. Il y en a qui peuvent préférer la musique, d'autres la danse, d'autres le skate, j'en sais rien, c'est pas grave. Mais qu'au moins, il y a eu un contact qui a été continu. Qu'on n'ait pas abandonné à un moment une pratique qui était douce, pas très engageante, pas très prenante pour ceux qui le reçoivent, qui pouvait être une distraction, qui pouvait être complètement attirante, ou on pouvait être indifférent, mais au moins on y était exposé. Et en fait, l'exposition à la lecture, selon moi, s'arrête trop tôt. C'est ça le problème, si vous voulez. Et moi, ça m'est arrivé très très souvent de parler avec des personnes qui disaient « Oui, mais n'essaye même pas, les collèges, tout ça, on ne peut pas y entrer. » On essaye, justement. Mais voilà, on essaye, mais c'est dur. Mais c'est dur, et c'est fou, ça. Et moi, ça m'est arrivé aussi, si vous voulez, d'être avec des profs qui me disaient « Moi, de toute façon, j'aime pas lire. » Et j'ai envie de dire « Mais c'est pas grave. On s'en occupe. » Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut continuer, même si c'est décourageant et même si c'est parfois, on peut avoir l'impression que c'est désespérant. On ne peut pas s'arrêter. Non, mais on ne s'est pas arrêté. Voilà. Même moi, je ne me suis pas arrêtée. Voilà. Même à la fin. Désolée, mais là, il va c'est quand falloir même qu'on s'arrête. Oui, désolée, mais il va falloir qu'on s'arrête. C'est vrai que c'est passionnant. Et puis, voilà. Alors, c'est vrai que dans votre livre, il y a votre parcours. On voit que vous avez plaisir à en parler. Et en plus, que finalement, la lecture que vous n'avez pas aimée, vous êtes capable de la faire aimer à d'autres. Donc, comme quoi, c'est bizarre. Hein. Comme quoi, c'est bizarre. C'est presque louche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette précision.